mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui on est le mardi 20 décembre 2022, il est 10h30 et on est en direct pour 1 heure. Alors le thème du jour, les bienfaits thérapeutiques des animaux. Donc si vous avez des animaux de compagnie, si vous avez suivi une thérapie assistée par un animal, si vous voulez nous poser des questions, si vous voulez tout simplement témoigner, un seul numéro, le suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. On attend vos appels. Alors quand les animaux viennent au secours de l'homme, c'est ce qu'on appelle la médiation animale. Utiliser le lien unique qui se crée entre un animal et un homme pour aider des personnes souffrant de différents troubles. Quels sont ces miracles qu'on doit aux animaux? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Alors j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Samia Fekrach. Vous êtes psychologue, directrice générale du CRAP. Alors le CRAP, c'est le Centre de recherche et d'application psychologique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation. Le plaisir est partagé comme à chaque fois. Et avec nous aussi Dr Sabrina Boulanoir. Vous êtes médecin vétérinaire. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec nous, Wahida. Bonjour Wahida. Bonjour Monia. Ça va? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors dans Wisher, tu vas nous parler des animaux de compagnie. Exactement. Je vais vous raconter. Est-ce que je peux me béyak? Je suis allée au Monia. Bien. Oui. Je demande la permission. Marish. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Ah, pendant la rubrique. Bah oui, pas tout de suite. Parce qu'on a pas mal discuté. Voilà. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Alors nous recevrons aussi par téléphone Madame Daphné Hamman qui est coach, qui fait de l'équi-coaching. Elle va nous parler de l'équi-coaching, comment que ça se passe. Elle nous donnera plus de détails tout à l'heure par téléphone. Et nous recevrons aussi par téléphone Faiza qui est une maman d'un enfant autiste et qui fait de l'hypothérapie. Enfin, l'hypothérapie, c'est l'autre nom de l'équithérapie. On en parlera aussi avec elle par téléphone. Et tout de suite, la première question qui me vient, docteur, c'est qu'est-ce que la médiation animale au juste? Alors, la médiation animale, c'est une technique qui amène à se réconcilier avec les animaux en général, mais aussi à prendre conscience de notre bien-être à travers l'animal. L'animal qui est très proche de l'homme, qui amène à une résolution des conflits, mais aussi à se recentrer sur l'essentiel dans la vie et à se réconcilier avec la nature. On l'a vu par exemple pendant la période du Covid, pendant les périodes de confinement, comment on s'est réconcilié avec l'environnement, comment on s'est réconcilié avec la nature et comment on s'est rapproché des animaux, surtout les animaux de compagnie et les bienfaits de la présence des animaux dans notre vie. Ça a été, à un moment donné, on pensait que c'était plus pour les enfants, mais les études nous ont démontré, surtout pendant la période de la crise sanitaire, que les bienfaits des animaux étaient plus larges. C'est pour les personnes âgées, dans la gériatrie et même dans les centres de santé pour personnes âgées. Dans la vie au quotidien, nous avons vu aussi pendant la crise sanitaire beaucoup de personnes qui ont adopté des animaux, surtout les chats, les chiens, des oiseaux. Donc il y a eu même pour les poissons. Donc il y a eu un intérêt réel pour l'animal. Et ça amène à rétablir la loi de la nature. Et à apprendre surtout, par exemple, aux enfants à être plus humains dans leur approche avec la nature, mais aussi avec les animaux. Et ça amène aussi à travers l'animal, à revoir ce qui est essentiel dans notre vie et à être plus attentif à la douleur de l'autre, à la présence de l'autre, mais aussi ça nous motive pour aller de l'avant. Grâce aux animaux dans notre vie au quotidien, ça nous amène à prendre un moment de conscience, mais aussi un moment d'attention et de se concentrer sur cette énergie qu'il y a en nous, mais cette énergie aussi que va prendre l'animal de nous et qui nous amène à être plus vigilants vis-à-vis de tous les éléments de la vie au quotidien. D'accord, très bien. Alors, les animaux ne jugent pas, ne mentent pas. C'est ce qui permet de se sentir plus à l'aise, plus en confiance et de s'ouvrir davantage, docteur Boulanoir? Oui, bien sûr. Donc, le contact avec l'animal, c'est l'être humain, que ce soit adulte, enfant,
une personne malade avec l'animal, donc on le caresse, on partage les tâches, on est bien. On n'a pas ce regard de jugement qu'on peut avoir avec un autre humain, tout simplement. On n'a pas un sentiment où on doit faire des preuves, nos preuves par rapport à une personne. Il nous accepte tel qu'on voilà, exactement. Il nous accepte tel qu'on est. Voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est le contact avec eux, quand on les voit, quand on partage les tâches, quand on joue avec eux, voilà, avec nos enfants. Donc voilà, c'est ça. Ah bah, très bien, donc on va en savoir un petit peu plus, mais juste après le reportage de notre journaliste Yasmine Blaïdja, qui va nous parler justement des bienfaits des animaux sur les enfants. Les animaux de compagnie jouissent d'une grande popularité. Beaucoup sont propriétaires de chats ou de chiens. En général, la présence d'un animal de compagnie est de bien-être. On conseille les parents, quand ils viennent chez nous, d'adopter un petit chien, un petit chat et tout, donc un bichon et tout, pour l'enfant, puisque ça joue vraiment. Donc, et bien sûr, de leur part, ils seront très, très contents et reconnaissants, puisque on a toujours la façon, la façon de se comporter avec l'animal, voilà, avec l'animal. Donc en parallèle, et tout. Donc même les enfants qui jouent, ils s'attachent rapidement aux animaux, surtout les petits enfants. Donc à force, dis-nous un petit chaton ou un petit bichon, ils كبر معاه et tout. Donc ils voulaient des amis et tout. Donc c'est vraiment non, je conseille ça, puisque j'ai déjà à la maison, donc avec mon fils, c'est différent. C'est différent. Le fait de s'occuper d'un animal peut apporter aux enfants des lésions précieuses en matière de soins, de responsabilité, d'empathie et aide à améliorer les relations sociales. Le cheval est tellement communicatif qu'il sert énormément à une certaine catégorie d'enfants. Où moi j'ai vu même des enfants très très timides s'ouvrir par rapport au cheval. Et ça par contre c'était vraiment spectaculaire. En 15 jours ça se faisait très très vite. Pourquoi ? Parce que le cheval n'est pas forcément un sport à 100%. C'est d'abord un mode de vie. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont turbulents parce qu'il n'a jamais élevé un chien. Quand il a un chien, pour lui c'est comme un jouet, mais يعرفوش يتعاملوا. بصح les parents يعاونوهم يوري له بلي هذا c'est pas un jouet, c'est un animal. يضربوا مع الاول et tout ça, mais après il s'habitue et ça développe l'enfant. C'est psychologique, c'est très important. Surtout, je conseille pour les gens, c'est-à-dire les parents qui ont des enfants, ont un problème, c'est-à-dire psychologique, l'animal يعاونوا. Ainsi, avoir un contact régulier avec un animal permet de construire une base d'apprentissage qui se fait spontanément sans nécessité d'explication. Pour les enfants, l'animal de compagnie est perçu comme une source de soutien émotionnel. D'ailleurs, certains types d'animaux sont conseillés en thérapie en faveur des enfants trisomiques ou autistes, car l'interaction animal-enfant réduit le stress et l'anxiété et aide à améliorer le lien de ces enfants et leur entourage. Pas mal de parents, donc ils viennent chez nous pour leurs enfants, pour demander est-ce qu'ils peuvent s'inscrire ici. Donc c'est à propos de leur santé, de leur et tout. Donc c'est surtout pour les enfants autistes et trisomiques. Donc ça joue vraiment et avec un animal, le comportement des enfants avec les animaux, ça se diffère. Que ce soit avant ou après le contact. Le cheval apporte beaucoup plus de connaissances. Encore une fois, c'est un sport très particulier, très très particulier. Moi, j'ai vu des enfants très agités ou très timides, vraiment dégager leur timidité ou passer carrément à beaucoup plus de sérénité dans ce qu'ils font tous les jours. Et ça, c'est important, c'est très très important. Vous l'avez compris, avoir un animal dans l'environnement d'un foyer apporte beaucoup pour votre enfant. Il est source d'apaisement et de sécurité et a même un effet stabilisateur sur son développement psychologique. Beaucoup de bienfaits les animaux. Exactement.
Oui, et c'est tellement beau aussi à voir. Rien que les voir, moi ça me fait du bien, enfin, personnellement. Alors toutes les espèces ne conviennent pas forcément à ce genre de pratique, docteur? Oui, bien sûr. Oui. Donc c'est les animaux dressés, parce que c'est dangereux aussi de s'approcher des animaux qui ne sont pas dressés. Avant le dressage, il y a aussi pas tout type. Là, on a vu les chevaux, les chiens, voilà. on pense aux chats, on pense aux poissons et tout ça. C'est des animaux de compagnie. Voilà, c'est les animaux domestiques ou domestiques, bien sûr. Voilà. Donc, c'est pas tous les animaux qu'on peut s'approcher d'eux pour faire, par exemple, une thérapie ou bien un contact direct. Donc, il faut faire attention. Il faut qu'il y ait un spécialiste ou un encadrement. Quoi, voilà. Et même les animaux sont formés pour. Bien sûr. Oui, ils sont formés en thérapie, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Ils apprennent à avoir ce contact avec l'humain, à interagir avec l'être humain et surtout avec les enfants. Parce que aussi, la relation qu'il y a avec un enfant et avec un adulte est différente. L'enfant est plus, à un moment ou à un autre, il peut réagir d'une manière agressive, violente, comme il peut être très, très calme. Donc, l'humeur est très changeante chez l'enfant par rapport à un adulte. Donc, l'environnement dans lequel on mettra l'enfant et l'animal est aussi important. L'environnement dans lequel on mettra l'animal et une personne âgée aussi très spécifique. Donc, tout ça il doit être pris en considération. Et il y a toute une manière aussi de faire avec l'animal pour avoir sa confiance. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à entretenir l'animal. Donc, les caresses, comment faire sortir l'énergie négative qu'on lui a donnée, comment on parle avec lui. Donc, l'interaction avec l'animal est très, très importante. D'accord. Et chaque animal aura un effet différent sur chaque personne. Exactement. Selon le trouble de qu'on notre veut, vécu, voilà. De notre vécu aussi. Par exemple, si vous avez une personne qui a eu, elle pensait à un moment ou à un autre qu'elle avait par exemple une phobie du chat ou du chien, il y aura cette appréhension un petit peu de cet animal. Mais réellement, ce qu'on avait discuté oui, justement, c'est une question que j'allais vous poser tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc, quand on a peur des animaux, est-ce qu'on peut faire de la thérapie avec les animaux? Exactement. Donc là, c'est arriver aussi à dissocier cette peur de l'animal et c'est l'occasion aussi de dire aux téléspectateurs et téléspectatrices que quand on a une peur quand on pense avoir une peur d'un animal, réellement c'est l'événement qui a été lié à l'animal. Oui. Qui a fait qu'on a peur de cet animal. Mais dès qu'on va désamorcer le conflit, notre relation avec le chien ou le chat ou le cheval ou avec tout autre animal va changer et on va se rapprocher, on va apprendre à mieux communiquer avec l'animal et à rééquilibrer les choses avec la nature aussi. Et en même temps, on conseille les gens justement qu'ils ont une phobie des animaux, d'adopter des animaux. Exactement. Voilà, pour... C'est l'entretien, c'est le contact quotidien avec l'animal qui va nous amener à nous réconcilier avec l'animal et avec la nature et aussi à apprendre à construire un pont de discussion avec l'animal parce que c'est une discussion par le geste, par la gestuelle, par la mimique, par le jeu. Chose qu'on ne fait plus quand on grandit. Oui, autant un enfant va grandir, il va moins jouer. Surtout maintenant dans le contexte moderne où même les enfants ne jouent pas assez parce qu'ils bougent face des écrans exact. Et tout ça. Donc le fait qu'il y ait un animal à la maison, ça amènera à bouger, à avoir des mouvements. Et c'est bon aussi pour les personnes, autant on prend de l'âge, parce qu'on pense beaucoup aux personnes âgées, mais réellement, même dans notre tranche d'âge, on fait moins de mouvements. Donc quand on a un animal à la maison, on est obligé de bouger, exactement. On est obligé de faire plein de mouvements. L'activité physique est très importante et ça rééquilibre entre notre côté émotionnel, notre côté physique, mais aussi notre côté mental, psychique. Voilà. Mais il faut dire aussi aux téléspectateurs que ça ne suffit pas d'adopter un animal pour en faire forcément un thérapeute. Exact. Voilà. Tout à fait. Pour devenir thérapeute, c'est toute une formation sur longue durée. C'est une spécialité donc à part entière qui demande un grand investissement donc financier, mais aussi se préparer à ça, être mentalement prêt à rentrer dans cette nouvelle forme de thérapie. Et c'est par la suite une pratique au quotidien. Donc c'est vraiment par la suite un nouveau mode de fonctionnement dans notre vie au quotidien de manière professionnelle. Très bien. Nous avons un appel téléphonique. C'est Mariam qui est avec nous. Bonjour Mariam.
Oui, bonjour, ça va, vous allez bien? Ça va très bien, merci et vous? Alhamdulillah, ça va bien, merci. Alhamdulillah. Alors le thème du jour vous parle, vous avez des animaux de compagnie? Exactement, oui. D'accord, alors? J'ai un chat siamois Oui. et deux petits chatons, c'est des bébés. D'accord. Et comment que ça se passe? Ça fait combien de temps que vous avez votre chat? Ça fait 1 an et demi. D'accord. Et les chatons depuis quelques mois, j'imagine. Comment? Et les chatons depuis quelques mois? Les petits chatons, ça fait quelques mois, ça fait 6 mois à peu près. Ah d'accord, très bien, c'est des tout petits chats. Alors comment que ça se passe avec le chat? Est-ce que vous avez remarqué depuis 1 an que vous avez votre chat? Est-ce que vous avez remarqué une différence en vous? Est-ce que ça vous fait du bien d'avoir un chat à la maison? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Bon, les siamois, ils sont un petit peu différents par rapport aux autres. D'accord. Il est câlin, il mange que la viande. C'est un peu exigeant. Il dort par terre, directement, il faut quelque chose. Donc il est différent par rapport aux autres chats. Oui. Donc par exemple, dès qu'il me voit, il vient directement. Moi, toute la journée, moi quand je travaille la journée, il disparaît la journée, toute la journée. Hein, oui. Il vient pas. Dès que je sais pas s'il me sent ou là, je sais pas, dès qu'il entend ma voiture ou là, il connaît les voisins ou là, il vient directement sur le mur, il vient et il dit la voiture. Des fois je fais exprès, je reste dans la voiture, il monte sur le rétroviseur, sur le capot, il vient, il m'attend. Donc je dis, Philou, qu'est-ce que tu as? Je dis, mais genre, il veut manger. Dès que je descends avec les sachets, il te banne حتى la cuisine. Des fois je t'ai rien ramené, désolé maintenant. Et il dit il lui faut des câlins et tout. Oui, oui. Et ben, il m'attend toute la journée. Ma mère me dit, il a disparu toute la journée. Comment il est venu? Alors j'ai pas une heure précise où je rentre. Hein. Oui. 18h, des fois 20h, des fois 22h. Donc à n'importe quelle heure. Mais il sent votre arrivée, il la sent, votre arrivée, c'est pour ça. Il m'attend, il est هكذا يقعد وين نمشي يتبعني. Donc même ces bébés, maintenant même ces bébés, يتبعوني. Donc voilà. Ça fait plaisir. Ah bah c'est bien. Longue vie à votre chat et à ses bébés, Inch'Allah en tout cas. Oui. Pourquoi vous avez choisi le siamois? Comment? Pourquoi vous avez choisi un siamois? Est-ce que c'était un choix le siamois ou vous l'avez adopté juste comme ça? Sincèrement, il était chez ma soeur dans un appartement. Et donc il faut qu'il fait les ongles. Ah d'accord. Qu'il fasse ses ongles, voilà. Qui gratte. Exactement. Donc elle avait vraiment peur pour ses meubles et tout. Donc une fois elle est partie en voyage, elle me l'a ramené. La deuxième fois, je l'ai gardé. D'accord. Parce que comme il aime bien le jardin et tout, donc je l'ai gardé. Ça fait 1 an et demi que je l'ai. D'accord. Il a quel âge? Il a 1 an et demi. 1 an et demi. Donc vous l'avez ramené jeune. Donc il s'est justement attaché à vous parce que vous l'avez ramené jeune. Il avait à peine 4 mois. Ah d'accord, voilà. Il avait à peine 4 mois. Ah bah très bien. Longue vie à votre chat alors et bonne continuation. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup Myriam. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Le chat, il crée des liens tout de suite avec, pas tout de suite, mais il sent la personne qui l'a adopté, qui l'a ramené à la maison et il crée un lien assez spécial avec cette personne-là, n'est-ce pas? Exactement. Il s'adapte facilement par rapport aux autres animaux. Il se déplace facilement à la maison, il marque son territoire, donc ça aide. Oui, ça aide par rapport. Voilà. Oui, il a ses repères et il a un lien spécial. Et est-ce qu'il est fidèle, le chat, on va dire? Non, c'est le chien. Non, on sait très bien que le chat est égoïste, c'est clair, il veut son bien-être. C'est pour ça, quand il se rapproche d'une personne, c'est la personne qui lui donne le plus de bien-être, on va dire, le plus possible. Donc, une fois qu'il se lie avec cette personne-là, il va être jaloux s'il y a une autre personne qui arrive. Certainement, oui. Surtout les bébés, les enfants. S'il y a une invitée ou un invité à la maison, il y a un invité à la maison, directement, il se cache, il fait des bêtises carrément. Donc, il fait pipi partout. Voilà, il casse la vaisselle. Ce qu'il n'a pas l'habitude de le faire, ou il sait que c'est une bêtise, donc il le fait en ce moment. Ils font même peur aux enfants, parfois. Oui, n'est-ce pas, Mounia? Oui, c'est vrai. Et ça dépend, pas vraiment. Enfin, ils font peur aux enfants parce que les enfants ont une appréhension. Voilà. Quand ils les connaissent pas, quand c'est des invités, ils leur font peur, mais les enfants de la maison, ils se font autrement, ils les poussent. Exactement. C'est ça. Oui, c'est vrai.
Alors la médiation animale doit se faire bien sûr dans le respect de l'animal, jamais au détriment de ce dernier. Vous êtes d'accord sur... il ne faut jamais obliger un animal à faire. C'est le bien-être de l'animal. Il faut vraiment respecter son bien-être, penser à son bien-être et donc construire un lien fort avec l'animal. Et c'est ce respect de ce bien-être qui amène un bien-être chez l'humain et qui va consolider la relation entre les deux, et ça amènera à voir le fruit de cette relation et de cette médiation aussi. D'accord. Et chaque personne ne réagit pas de la même façon face au même animal. Bien sûr. Oui, si on décide de faire une thérapie, c'est pas parce que ma soeur, ma cousine a fait une équithérapie ou une hypothérapie que je vais forcément faire la même chose parce que ça a marché sur elle, ça va pas forcément marcher sur moi. Par la suite aussi, c'est l'objectif qu'on recherche à travers cette équithérapie ou cette équicoaching. Ça dépend aussi des maladies. Voilà, telles que l'Alzheimer, les aveugles. L'hyperactivité. Donc il y a par exemple un enfant qui a été victime par exemple d'harcèlement aussi. Donc ça amène à rétablir la confiance en soi et la confiance en les autres. Parce que par exemple cet enfant va travailler avec un cheval, par la suite avec 2 ou 3. Donc ça amènera à rétablir la confiance avec les autres, rééquilibrer le regard des autres vis-à-vis de soi, notre regard vis-à-vis des autres, et ça amènera à rétablir la relation avec l'environnement dans lequel on vit. Donc ça dépend des objectifs qu'on va tracer, ça dépend de la qualification aussi de l'équithérapeute ou de l'équicoach. Donc ça, c'est des éléments qu'il faudra prendre en considération et voir aussi la nécessité, est-ce que c'est recommandé ou pas de rentrer dans le cadre de ce type de thérapie ou pas. D'accord. Et bien sûr, ça ne concerne, parce qu'on a une idée reçue, je pense que ça ne concerne que les enfants. On fait appel aux animaux rien qu'avec les enfants, on se dit ça va aider avec les enfants, ils sont timides, les enfants autistes ou les enfants avec une maladie ou autre, on se dit voilà, c'est que pour les enfants, mais ça concerne aussi les tranches d'âge. Voilà, les adolescents aussi. Les adolescents, les personnes, les adultes, les personnes âgées. Il y a eu des expériences à travers le monde, par exemple même dans le milieu carcéral, ça donne de très très bons résultats, soit dans le milieu carcéral pour les adolescents, soit pour les mineurs délinquants, ou bien pour des personnes âgées, qui par exemple qui ont été condamnées pour de lourdes peines sur la longue durée, des personnes par exemple qui ont été condamnées pour des viols. Donc ça amène aussi à rééquilibrer la perception de l'autre et la perception de la présence de l'autre dans notre vie. Par exemple aussi dans le cas par exemple de personnes qui ont été violentes vis-à-vis, par exemple, surtout dans le cadre de la violence envers les femmes. Oui. Donc une personne qui a été condamnée, ça amène aussi à travers l'équithérapie à rééquilibrer la perception de notre relation avec l'autre. Donc les indications sont très larges et par la suite c'est la qualification du thérapeute qui est primordiale aussi. Très bien. Alors nous avons un appel téléphonique avec nous, Faiza, qui est maman d'un enfant autiste qui pratique de l'équithérapie. Bonjour Faiza. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, votre enfant, vous avez fait de l'équithérapie pour votre enfant, c'est cela? Oui. J'ai 2 enfants autistes. Oui. C'est des jumeaux, une fille et un garçon. On a commencé l'équithérapie à l'âge de 4 ans. Très bien. Comment vous avez pensé à l'équithérapie? Est-ce qu'on vous a orienté ou comment que ça s'est passé? Oui, dans une association. D'accord. C'est l'association qui a commencé l'équithérapie pour les enfants. Et on a commencé ça avec l'association toujours. D'accord, très bien. Oui, donc بدينا l'équitation, l'équithérapie, بديناها في ولاد فايد avec monsieur Karim et monsieur أنا نشفع على كريم. D'accord. دونك كانوا hyper actifs les enfants, كانوا ما يفهموش مليح, ما كانش عندهم stabilité. Oui. Mais l'équithérapie عاونتهم بزاف la stabilité. عاونتهم la stabilité في نقصوا لي l'hyperactivité هذيك, le contact avec le cheval كان extraordinaire. بداو يفهموا la compréhension, بدات la compréhension عندهم تزيد. Donc, vous avez vu des résultats. شفتي بلي il y avait un résultat.
D'accord. ومازالهم يروحوا, vous continuez encore? والله غير من الكوفيد لهنا Oui. حبسنا. Oui, il y a eu le Covid qui n'a pas facilité un peu la situation. Et ils réclament toujours de faire de l'équithérapie. Oui, bien sûr. Ils D'accord. réclament. Et la première fois qu'ils ont vu un cheval, comment que ça s'est passé? La première fois بنتي ما كانتش تعرف مليح دونك شافت لو شيفال راح ديريكتومون عنده انا خفت عليها راح ديريكتومون بور لو توشي Oui. دونك جبتها عندي خفت يقيسها ولا ابخي ولات تحب تركب في لو شيفال تحب تركب فيه تحب دير لي موفمون ولاو ميم يديروا دي موفمون اون دو لي موفمون فوق لو شيفال يوقفوا فوق لو شيفال يديروا لا فيتاس ولاو شويه في لا فيتاس يلاكسيلير شويه دونك سيتي مانيفيك والله. Ah bah, très bien. Et votre fils? Comment? Oulidik, votre fils, comment il a réagi? Kif, lui aussi. C'est la même chose, oui. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez l'intention d'adopter un animal ou là, de ramener un chat, un chien peut-être à la maison? Oui, un chat. D'accord. Un chat في الدار. Et comment que ça se passe avec le chat justement? Le chat, la fille تروح عنده elle adore les chats, ترفدهم وكامل صح. Le garçon يخاف شوية مازالو يخاف. Oui, progressivement, بالعقل oui. Mais يعاونوهم بزاف les animaux, يعاونوهم vraiment. Vous avez vu un résultat en tout cas? Le stress, l'hyperactivité, donc يعاونوهم في هذا الdomaine. Très bien. Et pour vous, vous avez pensé à faire une thérapie avec des animaux? Ça pourrait vous faire du bien, vous aussi. Il ne faut pas s'oublier. En tant que maman, on a tendance à s'oublier aussi. والله la prise en charge كاملة راهي pour les enfants. Oui, c'est vrai. Il y a pas والله ما كاينش الوقت ما كاينش الوقت. Je vous comprends. Je vous comprends tout à fait. En tout cas, merci Faiza pour votre témoignage. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci encore. Merci à vous. Slama. Alors voilà, on a eu le témoignage. C'est vrai qu'en tant que maman, on a tendance à s'oublier aussi. Énormément. Voilà. Et là, c'est très important, à un moment ou à un autre, de prendre conscience qu'on doit s'occuper de soi. Oui, pour pouvoir s'occuper des enfants, surtout quand on a des enfants qui ont des pathologies lourdes ou qui ont un trouble qui dure dans le temps. Donc, on s'investit beaucoup avec l'enfant, mais on s'oublie. Et ça a un impact sur notre relation avec notre environnement, avec nos relations de couple, mais aussi familiales. Et ça aide le fait de prendre conscience de ça et de s'inscrire dans une dynamique où on prend du temps pour soi. Ça amène à améliorer la qualité de vie et la qualité de nos relations avec notre environnement. D'accord, très bien. Alors on a parlé d'équithérapie, donc il faut savoir que l'équithérapie, c'est pas que monter à cheval, c'est aussi s'occuper du cheval, ça aide pour pas beaucoup de choses. Quels sont les bienfaits justement de l'équithérapie ou hippothérapie aussi, connue sous ce nom? Alors l'équithérapie, il faut savoir déjà que la relation de l'humain avec le cheval est très, très forte et très intense. Il y a une grande sensibilité entre l'humain et le cheval. C'est l'animal le plus proche de l'être humain. Il ressent beaucoup nos émotions, il ressent beaucoup notre côté affectif et notre côté mental. Donc il y a une grande relation dans la transmission de la pensée. Et ça nous amène à clarifier notre pensée. Et c'est pour ça que ça donne de très bons résultats, soit avec l'enfant, soit avec l'adulte. Et c'est pour ça qu'on l'utilise par exemple dans la thérapie avec l'enfant, avec l'adulte et avec la personne âgée, mais aussi dans le domaine professionnel, on l'utilise dans le cadre du coaching et de ce qu'on appelle aussi communément les team building. Parce que ça amène à fédérer par exemple les équipes, à constituer des équipes plus homogènes et à accepter la culture de l'autre et les valeurs de l'autre aussi. Donc à travers le cheval, qui est un élément très important. Ça amène aussi, à travers par exemple le cheval dans le milieu professionnel ou aussi dans le milieu scolaire, à travailler sur le potentiel de chacun. Donc ce qu'on appelle le leadership chez l'individu. Ce leadership, il est
chez chacun de nous, donc au fond de chacun de nous, il faut savoir l'amener à venir vers la surface. Le cheval nous aide dans l'équi-coaching, mais aussi nous aide aussi, par exemple, chez l'enfant, à découvrir son potentiel. Beaucoup d'enfants ignorent qu'ils ont des potentialités énormes parce qu'ils ont eu de mauvaises notes, parce qu'on leur a appris toujours que ah non, tu fais que des bêtises, ah non, tu ne peux jamais faire quelque chose de bien, surtout par exemple là on est à la fin du premier trimestre. Oui, et avec les résultats des examens. Voilà, et la catastrophe de la réaction des parents vis-à-vis des résultats. Justement. On a une pensée plus quantitative que qualitative vis-à-vis de l'enseignement. Et cette relation quantitative amène à détruire la relation qu'on a avec nos enfants. Donc à travers l'équi-coaching et l'équithérapie, ça amène à réconcilier l'enfant avec soi-même, avec son environnement social, avec son environnement scolaire, mais ça amène aussi les parents à retravailler sur leur dynamique de groupe, mais aussi sur la dynamique, cette trilogie père, mère, enfant, et amener à se concentrer sur l'essentiel de l'essence même de l'enfant et de la relation avec le cheval. Donc le cheval reste un animal très, très fidèle à l'humain et il ressent beaucoup les émotions de l'être humain et l'amène à prendre conscience de tout ce qu'il y a en lui, donc de tout le potentiel qu'il y a et toutes les différences individuelles qu'on a. Par exemple, quand on a 2-3 enfants, chacun a son potentiel, il y a des différences individuelles qui les différencient, mais qui les amènent à un même objectif, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie et à se réaliser de manière positive dans la vie. Et le cheval ressent les émotions de la personne qui est là à côté de lui. Et le thérapeute, le cheval est formé premièrement pour la thérapie. Et le thérapeute le comprend à la gestuelle ou à la réaction du cheval que cet enfant est comme ci ou comme ça, où il a ce sentiment, il a cette émotion-là en ce moment en lui. Et il arrive à créer aussi, le cheval arrive à créer le déclic chez l'enfant, par exemple, ou bien même chez l'adulte. Il amène à se réconcilier avec soi-même et avec son potentiel de manière instinctive. Donc, si le cheval va suivre, par exemple, l'enfant, c'est que l'enfant arrive maintenant à clarifier sa pensée et à se centrer sur l'essentiel. Et là, on le verra par la suite dans le quotidien de l'enfant. Si on le fait, par exemple, dans le cadre professionnel, par exemple, pour une équipe, on arrive à créer le déclic de fédérer cette équipe vers un objectif et vers les valeurs de l'entreprise qu'on veut inculquer à chacun des employés. Donc la relation est très, très fusionnelle entre l'enfant et le cheval, entre l'adulte et le cheval. Donc ça amène à fusionner les énergies et à retravailler sur une pyramide qui est claire et où toutes les pensées sont bien claires, sont bien structurées. Et c'est comme si on mettait des affaires dans une armoire de manière où on va se retrouver, tout un chacun va se retrouver. Donc c'est grâce au cheval qu'on arrive à cet objectif et on a l'avantage par exemple en Algérie d'avoir des chevaux de pure race, donc les pur sang arabe où il y a vraiment le génie de l'humain et de l'animal qui se fusionnent et qui créent vraiment des miracles dans le quotidien de chacun. On a eu par exemple au niveau du centre de recherche et d'application psychologique à essayer cette technique par exemple avec notre partenaire Chrysalis qui est spécialisé dans l'équi-coaching et où on voit vraiment les résultats de l'équi-coaching sur le quotidien soit de l'enfant soit de l'adulte dans le cadre professionnel. Surtout pour les enfants qui ont des problèmes de communication, d'un trouble de langage, ça peut aider aussi. Tout à fait. Parce que par exemple dans les cas de troubles du langage, c'est un manque de confiance chez l'enfant qui est dû à une cassure à un moment ou à un autre dans notre relation de développement de l'enfant, soit au niveau familial, soit au niveau sociétal, donc au niveau de l'école ou par exemple s'il était chez une nourrice. Donc il y a plein d'éléments qui font qu'à un moment ou à un autre, l'enfant a développé certains troubles du langage et le fait d'impliquer le cheval dans la thérapie,
ça amène l'enfant à prendre conscience de ses capacités, de son potentiel, qu'il arrive à centrer son énergie, à avoir confiance en lui, et le problème du trouble du langage disparaît de lui-même. Et la timidité aussi, pour des enfants qui sont hyper timides, ça qui augmente sont la confiance en soi. Exactement. Et sans oublier, bien sûr, il y a des gens qui prennent leurs enfants de moins de 2 ans pour l'équithérapie. Ça se fait pas, non. C'est plus de 2 ans. À quel âge? Exact. Voilà. Au-delà de 2 ans? C'est à partir de 8-10 ans, c'est mieux. Parce qu'avant, l'enfant, il y a une appréhension un petit peu de l'environnement. L'enfant est imprévisible dans ses réactions. Donc, après l'âge de 10 ans, l'enfant, il y a une certaine maturité qui s'installe chez l'enfant, dans la gestuelle, dans la relation avec l'autre, dans sa compréhension de l'autre, dans sa communication avec l'autre, donc surtout avec l'animal. Et là, ça donne de bons résultats. Mais si, par exemple, comme elle vient de le citer, donc si par exemple on met l'enfant de 2 ans face à un cheval ou bien même à un chat, ça peut créer un conflit et ça peut créer une mauvaise expérience pour lui parce qu'il n'est pas encore outillé dans sa manière de communiquer avec l'animal pour aller dans une optique thérapeutique. Si par exemple on met l'enfant devant un chat ou un cheval, par exemple dans le cadre de loisirs, ça c'est une chose, mais si on veut aller dans l'optique de la thérapie, du coaching, etc., là vraiment il y a des éléments qu'il faudra prendre en considération et il y a une certaine maturité qui est nécessaire chez l'enfant. Chez l'enfant, d'accord, très bien. Donc tout de suite nous allons passer aux animaux de compagnie avec Wahida Salemchif juste après le jingle. Les animaux de compagnie. Bon, ici on est fan des animaux de compagnie. Je pense que tout le monde a un chat ou un chien ou voilà. Ou plusieurs. Voilà, ou plusieurs. Donc on va dire que c'est notre meilleur moment. Exactement. Oui, justement, donc, je vais commencer ma rubrique par une petite question à nos professionnels aujourd'hui. Donc certaines études ont démontré que les personnes qui partagent leur vie avec un animal jouissent d'une meilleure santé et vont de moins en moins chez le médecin. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, parce que ça augmente déjà l'immunité, la défense immunitaire, que ce soit chez l'enfant ou bien chez les ados, spécialement pour les filles. Chez la femme enceinte, quand la toxoplasmose, exactement. Sincèrement, comme d'habitude, je vais raconter ma vie. J'ai toujours vécu avec des chats depuis que je suis toute petite. Les fruits et légumes, mais la toxo, je ne l'ai pas faite. Ah, d'accord. Voilà, donc ou alors c'est les analyses qui n'étaient pas. Si, il y a des femmes comme vous. Ah oui, il y a des femmes comme moi, d'accord. Alors, je l'ai faite récemment, mais on nous demande, on faisait un bilan général. Mais depuis toujours, j'ai joué, j'avais des animaux de compagnie et tout, mais. Pas de toxo. Bonne immunité. Une bonne immunité, voilà. On a une bonne immunité, tant mieux. C'est les bienfaits des animaux. Exactement, justement, on va parler de l'animal numéro 1 qu'on pourrait tous avoir chez soi. Il s'agit du chat. On a eu le témoin de Myriam tout à l'heure. Le chat, donc, d'après des chercheurs américains, donc, ils ont réussi à démontrer que les chats baissent le niveau du stress. Et en fait, comment ils baissent le niveau du stress? C'est dû à leur ronronnement. Quand on les caresse, il y a des ronronnements. Donc, il paraît que le bruit qu'on entend, le bruit qu'ils émettent, il nous déstresse. Exact. Et même la relation avec le poil du chat, le toucher, donc ça déstresse énormément et ça donne de très bons résultats, par exemple, dans l'hypertension. Et ils disent même que lorsqu'on caresse les chats, qu'est-ce qu'on fait? On produit l'hormone du bonheur. Exact. Oui. C'est vrai. Une autre information qui a été prouvée par les recherches, il paraît que les chats sont bons pour le cœur. Oui. Voilà. Donc, lorsque nous sommes... le rythme cardiaque. Oui. Alors, lorsque nous sommes stressés après une longue journée, donc notre tension artérielle augmente. Ceux qui souffrent d'hypertension artérielle ont un risque plus élevé qu'une personne non malade. Donc, une fois qu'ils sont en contact de leur chat, ils le caressent. Donc, non seulement que ça réduit leur pression artérielle, mais ils ont moins de risques de faire une crise cardiaque. Exactement, tout à fait. D'ailleurs, des études ont montré que les ménages où vivent des chats étaient 30% moins susceptibles de faire une crise cardiaque. Oui, très bien. Oui. Les maladies cardiovasculaires
ils n'ont pas de risque. Mais il faudrait qu'on s'intéresse au chat et qu'on interagisse avec le chat. C'est pas juste le chat qui est là. Oui, quand on a un chat à la maison, on est obligé d'interagir avec lui. Même si on n'a pas envie d'interagir avec lui, il viendra, il s'impose. Oui, il s'impose. C'est vrai. Alors, en ce moment, on parle de thérapie avec les animaux et tout. Les chats, ils sont de plus en plus utilisés. Oui. Donc, par exemple, dans des thérapies qui concernent les personnes d'un certain âge, les personnes âgées qui ont des problèmes de démence. Exact. Les enfants atteints de TDA, ils les aident à se sentir bien, à reprendre confiance en eux-mêmes, à surtout être relaxés parce qu'à un moment donné, quand on est souffrant, on commence par avoir des troubles et on est stressé et angoissé. Donc, les chats nous aident énormément. Donc, juste leur présence, ça, pas vous toucher spécialement parce qu'il y a des enfants ou des personnes d'un certain âge qui ne supportent pas le toucher des chats. Donc, juste leur présence dans les lieux peut nous calmer et nous faire du bien. C'est vrai, voilà, pourquoi pas. Donc, alors, j'ai une autre question pour vous, mesdames. Donc, le chat peut-il étouffer un bébé ou le griffer? Oui, ça c'est une rumeur que... Non. C'est une légende, voilà. Moi, personnellement, j'avais... mon fils, il venait de naître. Oui. J'avais 2 chats. Un près de sa tête et l'autre près de ses pieds. Et ça n'a jamais arrivé. Il faut dire que les chats n'attaquent pas les enfants. Voilà, tout simplement. Non, pas du tout. Parce que parfois, qu'est-ce qu'ils font les couples dès qu'ils ont leur premier enfant? Dès la première naissance, yallah, on le met dans l'arme. Et ça, c'est pas bien. Ça aussi, c'est une culture. C'est une culture et c'est de fausses informations qu'on a transmises de génération en génération. Et là, maintenant, c'est très important donc, de casser ce mythe et de rétablir la réalité, la vérité sur la relation de l'humain avec le chat et l'utilité de la présence du chat dans la vie. Maison. Mais il peut quand même faire des petites crises de jalousie. Oui, bien sûr. C'est normal. Il cherche son territoire. Chacun va marquer son territoire. L'enfant marquera son territoire, le chat marquera son territoire aussi. Surtout quand il est seul, avec le couple, après... C'est le bébé arrivé. Exactement. Mais il ne touche pas les enfants. Il marque son territoire. Peut-être qu'il va s'immiscer dans le lit. Mais pas plus que ça. Voilà. Deuxième animal de compagnie qu'on pourrait tous avoir chez nous, il s'agit du chien. Donc, le chien, parmi les bienfaits majeurs du chien, c'est qu'il est beaucoup de personnes d'un certain âge le prennent, pas uniquement parce qu'on parle beaucoup d'enfants et on oublie les personnes d'un certain âge, c'est ceux qui souffrent de solitude. Exactement. Le chien, il est parfait pour être avec eux. Donc, la plupart des chiens sont très sociables, ils adorent la compagnie. Par exemple, quand vous rentrez en fin de journée, vous avez votre chien qui vous attend devant la porte, tout content, tout heureux, que ce soit pour manger ou pour nous faire des câlins, mais aussi il nous garde en activité, c'est-à-dire que je dois le faire sortir pour marcher, parce qu'un chat, c'est pas comme un chat, on ne doit pas l'enfermer. Il doit au moins marcher quelques minutes par jour. 30 minutes. Voilà, minimum. Ça, c'est le minimum, justement. Mais aussi, ça nous permet de faire de l'activité, parce qu'en sortant avec lui, comme il est agité, il court et tout, on fait un peu d'activité avec le chien. Voilà. Et les chiens nous procurent une sensation de bien-être émotionnel grâce à leur amour inconditionnel, contrairement aux chats, ils aiment maslahtou. C'est vrai qu'ils sont égoïstes. Oui. Donc, c'est pourquoi la compagnie est gratifiante et confortable d'un chien. Souvent, les thérapeutes conseillent les personnes d'un certain âge ou les personnes vivant seules, même en étant jeunes, de prendre un chien de compagnie. Ça peut être d'un petit chien, un chiot, ou un caniche, ou tout autre type, les petits qu'on voit ces derniers temps, jusqu'à un gigantesque. Donc, ça dépend de l'appartement, de la maison où on habite. Pour le confort du chien, encore une fois, pensez aussi à vos animaux. On n'a pas uniquement à nous. Donc, il y a une étude faite par l'Université d'Harvard. Les propriétaires de chiens font une tension artérielle plus basse que les non-possesseurs de chiens. Donc, à la fois grâce à plus d'activité physique, parce qu'ils nous poussent à sortir, à courir, à faire de l'activité avec eux. Cela peut nous surprendre, mais notre pression artérielle est très liée à notre bien-être quand on a des animaux. Exactement, c'est notre qualité de vie, c'est notre quotidien. Donc c'est le mouvement qu'on fait, c'est la relation qu'on a avec l'autre et l'intérêt qu'on a avec autrui. Donc ça, c'est très important. Et on devient moins stressé quand on a un animal à la maison. Voilà, surtout les animaux qu'on est en contact direct avec eux. C'est-à-dire les chats, les chiens, les lapins, pourquoi pas. Parfois, même quand on est fatigué. Si on a l'espace. Si on a l'espace, quand on a un petit jardin, pourquoi pas. En plus, on a des œufs. Parfois, même quand on est fatigué, on a le moral qui est à zéro à plat. On a notre animal qui vient nous faire des petits câlins ou des petits miaulements. Vous avez dit que je suis là, ne m'oubliez pas. On dit, pour ses beaux yeux, on va se lever et on va le nettoyer, on va le nourrir. Il y a aussi
des oiseaux, on ne les prend pas souvent en considération, je dirais. Ils ne sont pas aussi importants chez certaines familles. Oui. Donc, par contre, les oiseaux, même s'ils ne nous font rien, ils ne nous font pas de câlin, ils ne communiquent pas avec nous. Sauf si on choisit certains oiseaux qui parlent. Oui, un perroquet qui dit bonjour le matin, pourquoi pas. Il répète. Voilà. Oh, mon Dieu, on en a eu quand j'étais petite, ils chantaient par semaine. Toute la journée. C'est bien, hein? Ben oui, quand tu entends par semaine toute la journée, à un moment donné, tu as envie de lui clouer le bec. Mais bon. Donc, le marnin, il a toujours fait partie de notre culture chavée, par exemple. Oui, exactement. Justement, le marnin, qu'est-ce qu'il nous fait le matin? Il renaît. Voilà. En fait, d'après des études, les belles mélodies que nous entendons le matin, ils nous mettent de très bonne humeur. Ils nous donnent du punch et on a envie de passer une belle journée. Donc, une sorte de musicothérapie. Voilà. tout simplement. On a aussi les poissons. Même s'ils sont tout petits, ils sont importants pour notre bien-être au quotidien. Vous avez remarqué ces dernières années qu'on a de plus en plus d'aquariums dans des espaces, par exemple chez les médecins, dans des grandes surfaces, dans de grands hôtels. Alors, et des études, lors des années 80, j'étais surprise de savoir que depuis les années 80, on s'intéressait vraiment aux animaux. Donc, des études ont révélé que regarder les poissons d'aquarium minimise le stress et peut stabiliser la pression artérielle. On revient toujours à la pression artérielle. Cardiovasculaire. Voilà. Avoir un aquarium est un excellent anxiolytique, oui. Voilà, qui nous aide à se détendre et à se décontracter. Voilà, d'ailleurs. C'est le regard aussi, ça amène à une attention diffusée. Donc ça amène aussi à se concentrer sur la forme, sur la couleur, sur le mouvement. Donc on interagit de manière silencieuse, mais on s'alimente d'éléments très importants où parfois on prend même pas le temps d'apprécier ça. Mais quand on a un aquarium, on prend le temps de se poser sur ça, sur la forme du poisson, sur les couleurs, sur le mouvement, sur comment il s'agit. Exactement. Et puis dans certaines cliniques ou dans certains hôtels, ils mettent à la réception, surtout quand on va chez le médecin, déjà qu'on est stressé, on est anxieux, on se dit donc du coup, si on met un aquarium, ça nous apaise et en rentrant chez le médecin, donc nous allons être apaisés, nous allons être plus attentifs à ce que le médecin va nous dire. Exactement. Et je voudrais juste rajouter un petit quelque chose. S'il vous plaît, pas de poisson dans un bocal. Un aquarium avec tout le matériel qu'il faut. Parce que l'oxygène, le matériel... Voilà, ils ne survivent pas dans un bocal, n'est-ce pas, docteur? Oui. Donc, il vaut mieux leur mettre... D'ailleurs, j'ai remarqué, quand on les garde dans un bocal, leur taille en fait, ils grandissent pas, j'ai l'impression. Voilà. Ils finissent par mourir, hein, n'est-ce pas? Et oui, c'est ça. C'est vrai qu'on remarque... Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas... Des fois, on ne leur met pas de vitamines. Donc, voilà. C'est vrai que c'est petit. C'est beaucoup d'entretien. Un aquarium, c'est beau, mais il faut beaucoup l'entretenir. Il faut nettoyer les cailloux. Je me rappelle qu'on devait à chaque fois bouillir et bien nettoyer, changer l'eau, mettre un liquide bleu. Voilà, c'est le bleu de méthylène. Voilà. Et parfois, ils avaient même des champignons. Ils changeaient de couleur. Le poisson rouge, il devenait blanc. Orange, il devenait blanc. Et c'était bizarre pour nous. On pensait que c'était la transformation parce qu'il grandissait. Peut-être qu'il va les transformer en un autre poisson, autre chose. Mais non, c'était des champignons qu'on devait vraiment C'est pour ça qu'il faut prendre soin de ces animaux. Voilà. Donc, on pense souvent aux enfants et à leur réaction face à l'arrivée d'un animal à la maison, mais jamais à un animal. Donc, comment préparer l'animal de compagnie à être dans une famille? Voilà. Comment le faire? Il faut déjà nous entre familles, il faut qu'on prépare l'espace de ce chat ou de ce chien, acheter les accessoires, ses jouets. Voilà. C'est pas juste du commerce, les accessoires, c'est utile surtout pour les chats ou pour les chiens qui adorent jouer, courir et tout ça. Et pour les chats castrés aussi, pour dégager l'obésité qu'ils ont après la castration, après la stérilisation. Exactement. Donc, ils doivent bouger un petit peu. Justement, c'est pas possible. On pense souvent ramener un chat dans une famille, comment il va s'adapter, mais quand il fait déjà partie de la famille, que c'est un bébé qui... Un nouveau-né arrive. Oui, c'est donc ça. Le chat, comment préparer le chat à l'arrivée d'un bébé? Il sait. Il le sait. Il le sait. De manière instinctive. Exactement. Ce qu'il faudra faire avant, c'est déjà qu'il arrive à trouver son espace et l'espace du bébé.
D'accord. Donc faire la différence entre son espace et l'espace du bébé. Mais si du jour au lendemain, on va l'éjecter du lit parce qu'on va mettre le bébé pour Oui, pour il ne lui faut pas que donner ce le soit sein. brusque du jour au lendemain. Oui. Voilà, donc si c'est brusque, là, ça crée des conflits. Mais si c'est fait de manière très subtile et de manière graduelle, Voilà, on va là, dire à il va partir du accepter. 7e mois, Voilà, on commence tout doucement à le mettre de côté. Voilà, à lui mettre son espace, Voilà. à aller vers son espace. Ce n'est pas lui qui vient vers notre Voilà, espace. Donc là, on rééquilibre les choses de manière très, très subtile et il n'y aura pas de crise de jalousie. C'est comme quand il y a la venue d'un deuxième enfant. Oui, il faut préparer le premier à l'arrivée du deuxième. Il s'adapte, hein. Après, il s'adapte. Avec le temps, il s'adapte rapidement, le chat, avec le bébé. Très bien. Une fois qu'on a choisi l'animal qu'on voudrait avoir à la maison, on a besoin de soins. Souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent un chat ou un chien ou un oiseau ou même un poisson, ils le laissent et ils se disent « Ah, donc ils risquent rien. » Donc, ils ont besoin de soins. Il y a des virus dans l'air, carrément. Il y a des vers. Donc il faut vacciner, vermifuger. Donc il ne faut pas être égoïste quand même. Il faut vacciner son chat. Même s'il ne sort pas, même s'il n'est pas en contact avec d'autres chats, nous on est en contact à l'extérieur. Donc on peut ramener les virus avec nous. Les virus, les parasites. C'est de la santé à la maison. C'est-à-dire où il y a des chats ou là, des animaux en général, des chiens qui sortent. Ils reviennent sans vaccin, sans rien. Ils ramènent des bactéries, des microbes, etc. pour la famille, pour les enfants et pour les bébés. Très bien. Donc, on conseille tous ceux qui nous regardent d'emmener leurs animaux, même s'ils ne sortent pas de chez eux, voir un vétérinaire pour leur entretien. Oui, c'est ça. Ouais. Et revenir aussi sur les inconvénients. On ne dit que les bons côtés et tout ça, mais il y a des inconvénients aussi à avoir un chat, un chien, des animaux de compagnie. On ne peut pas partir en vacances sans trouver qui les garde. Si on peut les prendre avec nous, tant mieux, mais même pour eux, je pense que c'est un peu brutal aussi de les prendre dans une Oui, de préférence, les garder chez les cabinets vétérinaires qui font ça, les cliniques vétérinaires aussi. Ça va, là on s'améliore. Il y a les déplacements à domicile, donc il n'y a pas... Il n'y a pas un moyen de dire j'ai pas le temps, qui se déplace même la nuit. Donc il y a des cabinets spéciaux 24 sur 24, 7 sur 7 sur 7. Et c'est une responsabilité d'avoir aussi un animal de compagnie, il faut le soigner, le nourrir, s'en occuper, ça coûte de l'argent aussi. Oui, c'est un budget, un petit budget de côté. Il faut lui acheter ses jouets et tout. Moi, je leur achète même des vêtements. Moi, j'ai un caniche, il a une veste parce qu'il sort. Mais oui, pour qu'il n'attrape pas froid. Voilà, quand on le fait marcher. Et toilettage aussi. Oui. Même un vernis pour... Oui, des ongles, des griffes, des faux griffes carrément. D'accord. Ah bah, très bien. Brosse à dents aussi. Des faux griffes colorées. Brosser les dents des chats, des chiens, oui, de préférence. Il y a même des solutions qu'on rajoute à leur eau pour nettoyer les caries et tout. Un chat peut avoir des caries même si... Oui, à tout moment. Ça peut... Est-ce qu'on peut surtout pour les animaux qui prennent les croquettes. Justement, donc, il faut faire très attention. Parce qu'on tombe dans ce piège-là, je pense, parce que quand on ramène un chat, je suis tombée dans le piège. J'ai ramené un chat. J'ai tout de suite commencé. Non, je vais lui acheter des croquettes, ce genre de choses et tout ça. Mais maintenant, ils ne peuvent rien manger d'autre. Ils ne mangent que des croquettes. Sardines, bien sûr, mais les croquettes aussi. Donc, du coup, est-ce qu'on est obligé de mettre des croquettes? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Les croquettes, c'est une erreur. Oui, de préférence, c'est de l'alimentation saine, équilibrée. C'est tout comme nous, des fibres, des féculents et des protéines. Des légumes? Des légumes, oui. Est-ce qu'on peut faire manger des légumes aussi? Oui. D'huile d'olive aussi, une cuillère d'huile d'olive par jour, une cuillère à café. D'accord. Voilà, ça peut aider. Et qu'est-ce qu'on ne doit absolument pas donner à notre animal de compagnie? Alors, chez le chat, par exemple, et le chien, les chocolats, tout ce qui est sucré, trop épicé, pas d'épices. Oui. Voilà, trop salé. Donc, il faut éviter tout ça. On peut dire que le chocolat peut être fatal pour un animal, pour le chat ou le chien. Et pas de paracétamol, s'il vous plaît. Oui, c'est fatal aussi. Oui. J'ai à un certain moment, je voulais voir quel médicament était dangereux. Parce que souvent, quand on va voir le vétérinaire, il nous donne aussi des médicaments qu'on prend nous, pour les utiliser avec les chats. Donc, pas tous les médicaments. C'est pas tous les médicaments, exactement. Donc, le paracétamol, c'est fatal. Voilà, c'est fatal. D'accord. Il ne faut pas lui donner tout simplement de médicaments. Il ne faut pas faire l'automédication pour les chats. Voilà, pour les chats. Il faut l'emmener voir son médecin qui est un vétérinaire. Voilà.
Très bien, merci Wahida pour toutes ces informations concernant les animaux de compagnie. Malheureusement, on n'arrive pas à joindre Madame Daphne Haman qui est Equicoach, voilà, qui est Equicoach. Et ben, comme vous travaillez avec elle, oui. Justement, donc je vais tout simplement vous poser les questions pour nous expliquer qu'est-ce que l'équicoaching, ou je ne sais pas, de l'équithérapie. C'est pas de l'équithérapie. Rien à voir. Un équicoach n'est pas thérapeute. D'accord. D'accord. Donc il est formé aux techniques de coaching, donc d'accompagnement, mais il n'est pas thérapeute. Il n'est pas là pour amener à résoudre des troubles très profonds chez l'individu, sauf s'il est assisté par un thérapeute. L'équicoaching amène à une prise de conscience des problématiques au quotidien. Donc, soit dans l'environnement familial, soit dans l'environnement scolaire ou professionnel. Ça donne de très bons résultats, par exemple, dans le domaine professionnel, parce que ça amène à travailler sur le potentiel de chacun, donc sur le leadership, sur le développement du leadership chez l'individu, sur la manière de communiquer avec ses équipes, à fédérer l'équipe vers un objectif, et ça amène aussi à travailler sur les valeurs de l'entreprise, sur la culture de l'entreprise, surtout par exemple si on est dans une entreprise où chacun vient d'horizons différents, avec chacun son mode de fonctionnement, chacun sa culture, donc ça amène à être sur le même terrain et à ne pas considérer l'autre comme une menace, mais au contraire c'est une force qui va nous pousser pour aller de l'avant. Dans le milieu scolaire, par exemple chez l'enfant, ça l'amène aussi à travailler sur son potentiel, à travailler sur ses énergies et à avoir plus confiance en lui et avoir confiance en les autres aussi. Parce que beaucoup d'enfants, le fait qu'on les a un petit peu, entre parenthèses, malmenés dans leur petite enfance ou bien dans les premières années de scolarité, cela détruit cette relation avec autrui, le regard de l'autre. Et le regard de l'autre, pour lui, c'est un regard qui est là pour le juger. Il n'est pas là pour l'amener, pour le propulser vers l'avant. Donc, à travers l'équicoaching, ça amène cet enfant à rééquilibrer tous ces éléments et à avoir confiance en lui et à avoir confiance en les autres. Et ça l'amènera aussi à se réaliser, donc à avoir des objectifs réalisables. Quand on parle des objectifs réalisables, par exemple, chez l'enfant, c'est des objectifs, par exemple, sur le trimestre, sur le semestre, mais aussi sur, par exemple, une année, sur 3 ans, sur 5 ans. Quel est le métier qu'il voudra avoir, par exemple, faire à l'âge adulte. Donc, il va se projeter sur une longue période mais il va se projeter selon ses capacités et selon son potentiel qu'il a en lui, et ça amènera aussi à rétablir sa relation avec le parent et surtout avec le père et la mère. Et comme on est dans une constitution un petit peu familiale assez spécifique en Algérie où il y a beaucoup d'intervenants, donc il y a la grand-mère, il y a l'oncle, il y a la tante, etc. Donc ça amènera aussi à retravailler cette dynamique de groupe, cette dynamique familiale, et à rééquilibrer les éléments qui ont été défaillants à un moment ou à un autre dans l'éducation de l'enfant. Donc l'équicoaching amène à se projeter sur un futur qui est entre nos mains, c'est à nous de le réaliser. Donc on ne va pas sur l'irréalisable, on va sur du réalisable, et c'est là où l'intérêt du cheval, parce que le cheval il est très proche de l'humain, et ça amènera à plus clarifier nos pensées et à clarifier notre mode de fonctionnement avec soi-même, déjà, donc de retravailler sur son bien-être, sur l'équilibre des énergies qu'il y a en nous, mais aussi l'énergie qu'on reçoit de l'autre, et c'est grâce qu'on reçoit du cheval et qu'on va transmettre au cheval aussi pendant cette dynamique d'équicoaching. Très bien, merci en tout cas pour toutes ces informations. Merci à vous toutes d'avoir accepté notre invitation. Alors je rappelle, Dr Samia Lafekrache, vous êtes psychologue, directrice générale du CRAP, Centre de recherche et d'application psychologique. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Et Dr Sabrina Boulanoir, vous êtes médecin vétérinaire. Merci aussi pour toutes les informations. Merci Wahida, on se donne rendez-vous demain. Inch'Allah, avec plaisir. Demain, on va dire que ce sera la dernière de l'année, parce que la semaine prochaine, il y aura un best-of, donc les meilleurs moments du début de cette saison. Donc demain, ce sera la dernière de l'année, où on va revenir sur les résolutions qu'il faut prendre, comment prendre de bonnes résolutions pour bien commencer l'année 2023.
avec toi, Wahida, et avec d'autres spécialistes, Inch'Allah. En tout cas, je vous dis de prendre soin de vous, prendre soin de vos animaux de compagnie. Et puis, à demain, 10h30, Canal Algérie.